Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AirPod, le podcast de l'ASFAR. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie-réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous mettons à l'honneur aujourd'hui le docteur Gaël Chesson pour parler de la prise en charge et de la particularité des patients diabétiques en soins critiques. Bonjour Gaël. Bonjour. Première question, les diabétiques ont-ils une mortalité plus importante en soins critiques? Alors oui, d'abord il faut se souvenir qu'il représente aujourd'hui probablement près de 25% de la population de patients hospitalisés en unité de soins critiques. Les diabétiques connus ont une mortalité qui est d'autant plus importante que leur glycémie est élevée et elle-même dépendante de l'équilibre glycémique antérieur, c'est-à-dire avant l'admission en soins critiques. Plus le diabète est déséquilibré, plus l'équilibre glycémique en réanimation sera difficile et les glycémies élevées, et donc plus la mortalité sera importante. Alors comment on évalue cet équilibre glycémique? On essaie de récupérer le dosage récent d'une hémoglobine glyquée où on va réaliser à l'admission en réanimation un dosage d'hémoglobine glyquée dont on sait il a été démontré qu'il est bien corrélé à la glycémie avant l'admission. Dans cette population, on découvrira aussi des patients diabétiques non connus, qui sont des patients qui présentent une hyperglycémie et un dosage d'hémoglobine glyquée supérieur à 6,5%, voire très supérieur. Et enfin, dans cette population de réanimation, de nombreux patients hyperglycémiques ont une hémoglobine glyquée qui est inférieure à 6,5% et définissent une population particulière de patients qui présentent ce qu'on appelle une hyperglycémie de stress. Et cette hyperglycémie a la particularité d'être résolutive après la guérison des différentes défaillances et on pourra arrêter les traitements qui ont été introduits durant l'hospitalisation. Donc ce ne sont pas à part entière des patients diabétiques, mais ils sont souvent très hyperglycémiques en réanimation. Et ils ont une mortalité eux aussi assez élevée. Merci. Euh, Ces différents types de patients hyperglycémiques doivent-ils être pris en charge de la même façon? Alors, plusieurs études montrent que les patients diabétiques très hyperglycémiques ont une mortalité qui est augmentée si on vise un équilibre glycémique trop strict. Cette mortalité est moindre si la cible de glycémie à atteindre est plus proche de leur glycémie moyenne antérieure, qu'on aura évaluée par l'hémoglobine glyquée. Et donc, on visera pour cette catégorie de patients diabétique, hyperglycémique en unité de soins critiques avec un diabète déséquilibré, une glycémie qui va être plutôt comprise entre 8 et 10-11 millimoles ou 1,4 g, 1,8 g, 2 g selon comment on mesure la glycémie. À l'inverse, les patients diabétiques bien équilibrés et peu hyperglycémiques ou hyperglycémiques ont une mortalité moindre avec des cibles de glycémie plus basses et donc on va viser une cible qui est plutôt comprise entre 6 et 10 millimoles par litre. Quel est, selon toi, le traitement de choix? Sans aucun doute, l'insulinothérapie par voie veineuse et en continu, c'est la voie qui permet d'obtenir l'équilibre glycémique rapidement et en toute sécurité. Donc ce protocole d'insulinothérapie intraveineuse, il représente, c'est évident, une charge de travail élevée pour le personnel soignant, mais l'utilisation de protocoles dynamiques, c'est-à-dire dans lesquels les vitesses d'insuline varient en tenant compte des glycémies antérieures, permettent d'atteindre l'équilibre glycémique recherché rapidement, en quelques heures et en toute sécurité si les glycémies sont réalisées de façon horaire jusqu'à stabilisation de la glycémie. Et après, on pourra passer à des glycémies par 2 heures. De plus en plus, on voit apparaître des systèmes automatisés d'administration de l'insuline dans les unités de soins critiques qui vont améliorer cette insulinothérapie, enfin le mode d'administration de l'insulinothérapie intraveineuse. Est-ce que les capteurs de glycémie peuvent-ils aider à diminuer cette surcharge de travail infirmier? Probablement, et c'est l'avenir. Hein. Jusqu'à récemment, il y avait très peu d'études qui permettaient de valider l'utilisation de ces dispositifs en toute sécurité en soins critiques. On se rappelle qu'ils permettent la mesure du glucose interstitiel en continu et non une glycémie plasmatique.
mais ils ont la particularité de mesurer notamment les fluctuations et d'anticiper euh, les, euh, les, enfin, ces fluctuations. Depuis 1 ou 2 ans, avec la mise sur le marché des dernières générations de capteurs, il y a plusieurs papiers qui nous permettent d'envisager leur utilisation dans de bonnes conditions de sécurité s'ils sont utilisés correctement. On veillera notamment à ne pas les utiliser dans les situations enfin, certaines situations de soins critiques, chez les patients trop vasoconstrictés, trop œdémaciés, trop déshydratés. Mais dans les autres situations de réanimation, quand le patient est un peu stabilisé, enfin, est stabilisé, il semble donner des résultats très satisfaisants avec des taux de mesure fiables, près de 99%, quand on les compare à des glycémies plasmatiques. Attention néanmoins à la prise de certains médicaments, comme le paracétamol, qui est quand même très utilisé dans notre pratique courante, où il y a un risque de surestimation par les capteurs quand on la compare à la glycémie plasmatique. Donc il faut rester prudent avec ces nouveaux dispositifs pour l'instant, mais clairement leur utilisation en unité de soins critiques devrait être considérablement améliorée dans les prochaines années par l'utilisation de ces capteurs, en diminuant en plus la charge de travail des infirmiers et en augmentant la sécurité bien sûr et probablement l'adhésion au protocole d'insulinothérapie IVSE. Donc c'est probablement l'avenir. On dit que les corticoïdes déséquilibrent ou déclenchent le diabète. Tu en penses quoi? Alors oui, oui, plusieurs études ont montré l'impact des corticoïdes sur la glycémie. Ça, il y a plus maintenant, il y a plus beaucoup enfin, on le voit de façon dans notre pratique quotidienne. Et les corticoïdes, quelle que soit leur voie d'administration, que ça soit PEROS, que ça soit IV, ou le type de molécule, la dexaméthasone, la prénisolone, voilà, tous entraînent une hyperglycémie en quelques heures, dès la quatrième heure, et qui dure d'autant plus que la demi-vie du médicament est longue, et c'est le cas de la dexaméthasone par exemple. Donc ces injections de dexaméthasone dans le cadre de la prévention des nausées et vomissements ont un vrai impact. Chez le diabétique particulièrement, l'hyperglycémie provoquée, elle est d'autant plus importante. Et donc, il est recommandé de mesurer d'abord le rapport bénéfice-risque de l'administration de corticoïdes chez un patient diabétique. Et si l'administration est indispensable, rapprocher la surveillance glycémique et, si besoin, faire enfin, une administration de l'insuline, que ce soit par voie veineuse ou éventuellement sous-cutanée en périopératoire. Une dernière question. Qu'est-ce qu'on fait après l'insulinothérapie IVSE? Alors, dès que le patient récupère de ses principales défaillances, et que l'équilibre glycémique est atteint, il est possible de relayer l'insulinothérapie IVSE par un schéma sous-cutané de type basal bolus, si la vitesse d'insuline est strictement inférieure à 4 unités heure. C'est illusoire de vouloir faire un relais quand on a des posologies élevées d'insuline. La posologie donc d'insuline lente, qui compose une partie du schéma basal-bolus, sera calculée à partir de la dose totale d'insuline sur 24 heures, sur les 24 heures précédentes. Et on prescrira alors la moitié de cette dose totale, ou si on n'en a aucune idée, 0,3 unités kilo par jour, qui permettra d'obtenir un bon équilibre glycémique assez rapidement. Donc l'autre moitié de la dose totale d'insuline des dernières 24 heures sera couverte par des injections d'analogues rapides de l'insuline, toujours par voie sous-cutanée, particulièrement si le patient a repris une alimentation orale, pour les diabétiques de type 1 notamment qui en ont besoin, et puis pour des bolus correcteurs selon leur glycémie. Le relais doit être immédiat chez les patients diabétiques de type 1 pour ne pas créer de carence en insuline et assez rapide chez les patients diabétiques de type 2 pour ne pas rompre l'équilibre glycémique qui a souvent été long à obtenir, d'autant plus que les posologies d'insuline sont importantes. Les autres traitements antidiabétiques non insuliniques n'ont pas leur place en unité de soins critiques, à l'exception peut-être de la metformine qui pourrait être bénéfique dans ces situations d'insulinorésistance, mais on n'a pas encore de travaux suffisamment solides, néanmoins pour la recommander en unité de soins critiques. Pourtant, c'est probablement une vieille molécule qui a de l'avenir en réanimation. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon du patient diabétique en soins critiques. C'était clair et complet. Merci beaucoup pour ce podcast.
Merci à tous pour votre écoute. Vous retrouverez l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et surtout, pensez à vous abonner. Merci. Merci.